Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 64. Alors, cet épisode, il a une histoire très rapide, rassurez-vous. J'ai remarqué quand même, au cours de l'année 2023, ça avait déjà démarré en 2022, un décalage. C'est-à-dire que, alors comme vous le savez, j'anime pas mal de formations auprès d'agents immobiliers, plutôt juridique et fiscal, mais évidemment on discute du métier, etc. Bon voilà, on passe quand même pas mal d'heures ensemble. Et dans l'ensemble, j'ai eu affaire à des personnes qui, si elles étaient conscientes quand même qu'on est dans des temps un petit peu plus difficiles que les années passées, ne se plaignaient pas particulièrement, et finalement relativisait les problématiques que l'on traverse actuellement. Et puis quand je me rendais sur les réseaux sociaux, que je pratique plutôt pas mal, je pense notamment à LinkedIn, bah là le son de cloche était tout autre. Et je vais être un peu caricatural, et tant pis, je veux froisser personne, mais parfois larmoyant, toujours dans la plainte, toujours à accuser Pierre, Paul ou Jacques, en l'occurrence le gouvernement, des décisions qui avaient été prises, etc., que plus rien n'allait, que c'était une catastrophe, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est où la réalité? Parce que moi voilà, je reste relativement ouvert, je ne prétends pas que les personnes que je rencontrais véhiculaient la réalité, et puis que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne le font pas. Et je suis tombé au hasard de mes rencontres internet et sur LinkedIn sur un agent immobilier, Clément Chaillet, qui est agent immobilier sur Bordeaux, dans la région de Bordeaux. Et lui, le ton était tout autre. Alors non pas qu'il ne se plaint jamais, c'est-à-dire comme tout le monde, il rencontre des difficultés, mais je le trouvais particulièrement dans le recul, avec une forme de résilience, en prenant beaucoup de, en réfléchissant quand même pas mal sur la situation actuelle, en la comparant avec le passé, etc., et en tenant un discours que j'ai trouvé extrêmement réaliste, alors ni positif ni négatif, et de ce fait, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je passe un moment avec lui, il faut que je l'interviewe et il faut que je fasse partager les réflexions de Clément Chaillet. Alors, c'est l'objectif de cet épisode. On va passer un moment, on va discuter avec cet agent immobilier de la situation actuelle, comment il la vit, ses difficultés, comment il les surmonte, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, en cette période de crise, de donner la parole à quelqu'un avec ce discours relativement objectif et pondéré. Alors, Passion Immo, épisode 64, c'est parti. Bonjour Clément. Bonjour. Bien. Alors Clément, j'avais l'intention de vous inviter depuis pas mal de temps parce que, comme on se l'est déjà dit, moi j'avais été marqué, mais très positivement, par le ton que vous employez en général sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où vous n'hésitez pas à dire franchement ce que vous pensez, à rentrer un peu dedans parfois, mais toujours avec courtoisie et respect, ce que je trouve effectivement appréciable. Mais on sent qu'il y a une petite musique Clément Chaillet qui se développe au fil du temps, qui est plutôt agréable en fait, et puis qui n'hésite pas à dire les choses. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous êtes en fait, ce ton Oui, que tout je à viens fait. de décrire? Oui, alors l'idée, c'est d'être assez naturel et assez transparent sur mes idées sur LinkedIn, en quelques lignes évidemment, et d'essayer un petit peu de sortir du discours un peu toujours très conventionnel qu'on peut avoir sur LinkedIn, chose que je comprends parce que j'ai fait partie d'un grand groupe pendant une dizaine d'années, mais l'objectif, c'est d'essayer de lever un petit peu les choses qui peuvent être intéressantes, et d'écouter un peu toutes les idées, même si elles sont pas forcément dans le moule. Je trouve que c'est intéressant. Complètement. Bien. Alors, je suis pas sûr que tout le monde vous connaisse. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si on veut savoir qui est Clément Chaillet, agent immobilier?
Alors, en très grande ligne, donc moi, je suis pas un agent immobilier de métier à la base. Oui, tout à fait. J'ai un parcours un peu atypique, mais comme beaucoup de gens dans l'immobilier Oui, finalement oui. aujourd'hui, donc c'est devenu plutôt la norme. Ouais. Moi, j'ai fait des études de commerce et d'économie. J'ai fini dans une école de commerce, le SCP, EAP à Paris, qui m'a emmené chez L'Oréal pendant une dizaine d'années, où j'ai tenu des postes de cadre dans l'entreprise et je suis parti pour me lancer dans l'immobilier il y a 5 ans pile poil. Et donc, on s'est franchisé. Donc, je travaille avec ma femme, hein. C'est une aventure familiale. Ah oui. Et donc, je travaille avec ma femme depuis 5 ans sur Bordeaux. Alors, on a gardé un petit peu notre esprit très dynamique de nos précédents bagages, puisqu'on a racheté une agence, Guy Hockey Bordeaux Sud, qu'on a fait grandir assez largement. On a créé deux autres agences, une sur la rive droite de Bordeaux qu'on a revendue depuis, et une sur le nord de Bordeaux, avec qui on s'était associé avec une personne, ça n'a pas marché. Et donc, ça s'est terminé très rapidement. Donc, finalement, en 5 ans, j'ai balayé pas mal de choses dans Ah oui. l'immobilier, des grands succès, des échecs. Donc, on a fait tout ça en avance rapide. Très bien. Ah oui, non, ouais, oui, en 5 ans, c'est assez riche quand même. Voilà. Je rebondis juste sur L'Oréal. C'est assez drôle. J'étais hier avec mes étudiants en finance et on parlait de Madame Bettencourt. Donc, voilà. Qui est un sujet un petit peu actuel puisque je crois qu'il y a un documentaire sur C'est Netflix en ce ça. moment. Voilà. Mais bon, je referme vite la parenthèse parce qu'évidemment, je vais pas vous interroger là-dessus. Euh, Aujourd'hui, la situation sur Bordeaux concernant l'immobilier, vous la percevez comment? Ma question, elle est un petit peu orientée par le fait que si on observe ce qui se dit depuis plusieurs mois, j'ai envie de dire environ 6 mois, quand on écoute les responsables syndicaux en particulier, même si j'ai rien contre eux, bien évidemment, si on lit un certain nombre d'articles de presse, si on écoute des émissions à la radio ou à la télévision, l'image quand même qui ressort fondamentalement, c'est que la crise de l'immobilier aujourd'hui, elle est extrêmement sévère, et j'insiste sur le extrêmement parce que c'est un peu l'image quand même qui se dégage, voire parfois des descriptions quasi apocalyptiques hein, de certaines situations. Vous en pensez quoi aujourd'hui? L'immobilier se porte comment? Alors, souvent, moi, quand je parle de cette crise avec des anciens, on la compare souvent. C'est-à-dire, on la compare avec la crise des subprimes, etc., puisqu'il y a des crises ponctuelles qui sont marquées. Et déjà, moi, j'ai pas eu la chance de connaître ces crises. Et c'est vrai que tout le monde s'entend à dire, ceux qui les ont vécues, que cette crise, elle est différente. Pour moi, elle est différente à 2 points. Alors, d'un point de vue déjà géographique, je pense que, et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de dissonance au niveau des discours qu'on peut avoir au niveau national. Je pense que c'est très hétérogène, ça dépend vraiment des localisations, parce qu'il y a deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones où les prix ont sans doute augmenté de manière très naturelle et d'autres où les prix ont augmenté avec l'élasticité des taux qui sont devenus très bas. Et il y a des zones qui sont plus ou moins touchées aujourd'hui de manière plus brutale par cet effet-là, parce que les hausses de prix ont été très dépendantes de ces baisses de taux. Je pense que Bordeaux en fait partie, Paris en fait partie également. Donc on a toujours un petit peu un prisme hein, d'analyse. Bordeaux étant particulièrement touché, c'est vrai que on a l'impression que la crise est importante. Et quand je parle avec mes confrères qui sont installés depuis 20-30 ans, ils me disent tous, on n'a jamais eu une crise comme ça. Il y a deux éléments pour moi qui me marquent. C'est que c'est une crise qui est dans la durée, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'en voit pas la fin, alors qu'il y a eu des crises plus, on va dire, conjoncturelles, notamment la crise des subprimes, qui était une crise de confiance avec une hausse des taux d'intérêt, mais les taux ont vite rebaissé derrière. Tout à Et fait. aujourd'hui, ce qui inquiète les gens, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans les mois prochains, puisqu'on est sur une crise avec des éléments, des causes macroéconomiques qu'on maîtrise absolument pas. On parle de stabilisation des taux d'intérêt, mais finalement, est-ce qu'on en est certain? Est-ce que les conflits israélo-palestiniens, etc., vont pas avoir un impact sur l'inflation dans les prochains mois et faire que la politique va évoluer? La Banque de France se veut rassurance, la BCE aussi, en disant voilà, on a sans doute atteint un pic, on va se stabiliser. Maintenant, la question, c'est même, quand bien même on arrive à stabiliser les taux d'intérêt, jusqu'où on va descendre en termes de volume. Parce que toujours le problème de l'immobilier, c'est qu'on analyse des chiffres qui sont périmés un petit peu. Là, il y a la dernière base notaire qui est sortie. On a des chiffres de l'été.
Et je pense qu'on est tous d'accord à dire que notre actualité sur novembre n'est plus du tout la même que sur le mois d'août et qu'on continue à enregistrer des baisses de prix, des baisses de volume de vente. Ouais. Donc aujourd'hui, si on fait le point en baisse de vente, on a à peu près perdu 300 000 transactions sur une année glissante. C'est ce qu'on avait C'est ça. connu pendant la Ouais. crise des subprimes. Donc on est à peu près à la même chose. Maintenant, la question, c'est quand on regarde les courbes des taux et les courbes des ventes, si on les inverse, c'est les mêmes, hein, plus ou moins. Et Ouais. ce qu'on voit, c'est que les taux d'intérêt ont énormément augmenté ces 2 dernières années. Et quand on regarde la courbe de vente, on a l'impression que mathématiquement, on n'est pas au bout de nos peines et que ça pourrait baisser un petit peu plus. Alors Maintenant, il juste faut... peut-être Oui. euh, vous avez raison effectivement par rapport à la crise des subprimes, on est sur une baisse de volume qui est à peu près identique, mais on était quand même descendu à 650 000 transactions en fait juste après 2008 par rapport à aujourd'hui où on est encore sur bon, une frange de 900 000. Hein. Donc il y a quand même un différentiel là, mais on partait de plus bas aussi en 2008 quand il y a eu la crise. Puis on devait être aux alentours de 850 000 transactions à peu près en Alors, moyenne. le pic, c'est mai 2006, on était à 837 000, et le Ouais, plus bas, c'est août 2009, où en année glissante, on était à 564 000. Donc, on est même descendu plus bas. ouais. Voilà. Donc là, effectivement, on part de beaucoup plus haut, mais en fait, les questions à se poser, c'est est-ce qu'on n'était pas artificiellement haut et que du coup, la chute sera encore plus importante? Parce que il y avait les taux qui étaient très bas, on a eu l'effet Covid, et donc en fait, on avait une convergence d'éléments très ponctuels, des taux très bas, voilà, beaucoup de gens qui sont remis en question, qui ont voulu bouger, déménager, et on sait que dans les prochaines années, ça risque pas de se reproduire. En tout cas, c'est peu probable. Donc, on passe de signaux très positifs à beaucoup de signaux très négatifs. Donc, et on est sur une situation qui est jamais arrivée. Donc, en fait, on n'a pas de boule de cristal. C'est-à-dire que moi, ma conviction, c'est il faut rester optimiste, mais il faut rester extrêmement vigilant. Et notre rôle en tant qu'agent immobilier, c'est de continuer à vraiment informer les gens, à être très ludique et à leur expliquer comment est le marché et éviter de rebasculer dans cette espèce de confort qu'on a pu avoir pendant des années. Je vois notamment sur les réseaux, ça fait un mois, comme il y a des discours un peu plus rassurants, on va dire des grands organes régaliens, Mhm. il y a beaucoup de gens qui se disent ah ça y est, c'est fini, Oui. let's go, c'est reparti, etc. Je pense que c'est On passe d'un excès voilà. à l'autre en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut rester modéré et il faut pas, de toute façon, il faut pas avoir peur et être inquiet parce que sinon, bah, on s'en sortira pas. Mais ce qui est important, c'est de travailler au corps à corps les ventes parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le paradigme a changé. Avant, on avait du mal à rentrer des mandats et puis derrière, il y avait plein d'acheteurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et si, en tant qu'agent immobilier, on veut continuer à faire du chiffre et à progresser, il faut adopter cette posture et aller chercher les bons clients, les bons acquéreurs, être extrêmement ludique pour accompagner les vendeurs sur les baisses de prix qui sont nécessaires dans certaines zones géographiques et qui de plus en plus arrivent dans d'autres. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, en fait, je pense que le métier est en train entre guillemets, de se transformer. Il ne se transforme pas forcément. Je pense que ce sont plutôt des allers-retours Mhm. Mhm. en fonction des contextes économiques. Mais là, on doit travailler vraiment sur ce domaine-là et être à la fois on va dire, ambitieux et optimiste, mais en même temps être très réaliste. C'est-à-dire que pour moi, la réalité, c'est que de toute manière, on a encore des taux qui sont plutôt sur une tendance haute et haussière sur les derniers mois. Et Mhm. on sait très bien que les conséquences de ces hausses de taux vont se faire ressentir sur 6-8 mois. Donc, de toute manière, quand bien même les taux se stabilisent sur les prochains mois, on a encore 6-8 mois de baisse, de perte de vitesse qui risquent d'être renforcés par le fait que si les taux se stabilisent, on va avoir des vendeurs qui vont être encore moins enclins à baisser les prix, alors que ça restera nécessaire. Donc, pour moi, la période la plus complexe, ça va être cette période de stabilisation où on va avoir des acheteurs et des vendeurs qui vont avoir encore plus des intérêts antagonistes. Donc, le plus dur est sans doute encore à venir. Ouais. Et surtout, je trouve que vous avez raison de souligner un aspect, c'est effectivement la géopolitique internationale qui a jamais été quand même aussi tendue, en tout cas qui ne l'était pas autant en 2008. On avait quasi exclusivement cet élément financier qui venait perturber en fait la machine mondiale. Et là, on a cet aléa géopolitique que personne ne maîtrise, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, et qui fait que les 6 prochains mois, bon, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et Voilà. ouais. Donc la prudence, effectivement, ici, elle s'impose. Euh,
deux, trois fois, vous avez employé un mot, vous avez dit il faut être ludique. Alors, qu'est-ce que vous appelez être ludique dans les explications? Il y a pas mal de professionnels qui écoutent des agents co, des agents immobiliers. Alors, qu'est-ce que c'est être ludique dans une période de ce type? En fait, c'est être ludique, c'est prendre énormément de temps lors des rendez-vous, que ce soit avec les acheteurs et les vendeurs, pour leur expliquer le marché. Leur expliquer le marché et leurs conséquences, le simplifier, parce qu'on a des clients qui ne veulent pas non plus qu'on leur fasse une présentation d'économie, Oui, mais de manière très simple, de leur montrer un petit peu l'impact, notamment des taux d'intérêt sur le marché, que ce soit pour un acheteur, pour un vendeur. C'est pas très compliqué à montrer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend deux profils types, on monte la hausse des taux. On leur montre que la capacité d'emprunt a baissé d'environ 35% et on met des chiffres qui correspondent à leur univers. C'est-à-dire que si ce sont des clients qui vendent un bien autour de 250 000 euros, on fait une simulation sur cet ordre de grandeur-là et on leur montre que quand bien même on baisse les prix autour de ce qui est dit, par exemple sur Bordeaux, entre 8 et 10%, on voit qu'il manque encore pour des vendeurs qui subissent la baisse des taux, il manque encore 10, 15, 20% pour pouvoir acheter, aspirer à ce qu'ils pouvaient il y a 2 ans. Et donc l'idée, c'est de leur montrer qu'aujourd'hui, tout est un jeu de compromis entre vendeurs et acheteurs et que chacun doit faire un effort s'il veut vendre ou s'il veut acheter. Et ça, c'est pas facile à faire entendre. Euh, il y a deux types de ventes et on le voit en ce moment, que ce soit vente et achat. Il y a les ventes choisies, les ventes subies. mm, Parmi les ventes subies, séparation, il y a des fins de défiscalisation, les décès, etc. les- Ce sont des ventes qui de toute manière doivent se faire. Donc les gens sont beaucoup plus enclins à entendre tout ça. Pour les ventes qui sont choisies, il y en a qui de toute manière doivent être identifiées et ne peuvent pas se faire. C'est-à-dire que typiquement, souvent, ce sont alors les primo-accédants qui peuvent plus acheter parce que les taux font qu'ils ne peuvent plus aspirer à grand-chose. Mais le gros de la perte, c'est plus des gens qui ont déjà acheté sur les 4, 5 dernières années, qui ont mm, bénéficié de conditions très positives et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont un enfant, parce qu'ils se marient, ils veulent plus grand. Et ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà, on veut acheter plus grand. Et là, on identifie qu'effectivement, ils ont un crédit à 1,5% et que ce qu'ils veulent acheter aujourd'hui, c'est pas atteignable parce qu'en faisant un crédit à 4, 4,5, ils se rendent souvent compte qu'ils pourraient presque plus, même pas acheter ce qu'ils ont déjà acheté il y a c'est 4, 5 ça. ans. Ouais. Et là, on est sur des projets qui sont plus viables. Donc l'objectif, c'est voilà, c'est aussi de leur expliquer et de pas avoir peur de dire, bah voilà, aujourd'hui, votre projet, il faut le mettre en stand-by, il faut le mettre en pause et de mettre son énergie sur d'autres projets qui peuvent être viables. Mm. Dans le côté ludique, il y a aussi au niveau des acheteurs d'essayer d'arriver à faire en sorte qu'ils puissent acheter correctement. Il y a plein de typologies de ventes. Là, il y a pas longtemps, on a fait une grosse négociation sur une maison à 1,2 million. Les gens étaient en début de recherche, ils ont vu une maison qui leur plaisait à 1,2 million, ils pouvaient l'acheter. Et 2, 3 mois plus tard, le projet se concrétise vraiment. La maison était toujours à la vente, sauf qu'ils ne pouvaient plus mettre 1,2 million sur la table. Donc, les vendeurs, on leur expliquait que c'était compliqué de vendre 1,2 million vu la conjoncture. Et les acheteurs voulaient acheter. Et en fait, on a fait un montage sur une vente à terme avec une partie crédit classique et une partie avec un remboursement sur 7, 8 ans euh, sans passer par la banque. Et ça, ce sont des montages qui, il y a 4, 5 ans, hein, On les faisait pas, hein. voilà, on ne les faisait Ouais, pas, on n'y pensait même pas. ouais. Et ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent être intéressantes. Et je suis convaincu qu'il y a 80% des professionnels sur le terrain, des agents co, des conseillers, qui ne savent même pas ce que c'est. Et donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut arriver à, à être très Inventif, en fait. voilà, Ouais. inventif, ludique, à voilà, trouver plein de solutions parce qu'il y en a. Et aujourd'hui, nous, l'impression qu'on a chaque mois, c'est de se dire, voilà, on a fait 4, 5, 6 ventes. Et en fait, chaque vente, on a l'impression que c'est un combat, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'était très facile et on dit, bon, bah là, on a trouvé une solution pour telle ou telle raison. On a toujours nos 2, 3 paiements cash, parce qu'il y en a plus qu'avant, évidemment. Et en fait, toutes les ventes, on a l'impression qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on se bat avec les acheteurs, les vendeurs pour qu'elles se fassent. Mm. Donc, c'est évidemment plus difficile. Ça demande plus d'énergie, mais ça se fait. Ouais, ouais. Alors justement, vous pourriez un peu en quelques mots décrypter qu'est-ce qu'on appelle une vente comme celle que vous venez de citer, vente à terme, etc. Comment ça se passe concrètement? Alors, en fait, une vente à terme, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que dès lors qu'on se pose, là, on avait un profil, un couple qui peuvent emprunter. Alors, en début d'année, ils pouvaient emprunter 1,2 million. Aujourd'hui, ils peuvent emprunter, allez, 975 000 euros.
Donc, la maison à 1,2 million, ils ne peuvent plus l'acheter. Donc, ce qu'on leur propose de faire, c'est qu'en fait, ils font un crédit classique qui leur permet d'emprunter 975 000 euros. Ouais. Et à côté, de manière ad hoc, et c'est géré via une convention notaire, on fait ce qu'on appelle une vente à terme. C'est-à-dire qu'on convient que sur une période qui généralement peut varier de 3 à 10 ans, ça dépend aussi des acheteurs, les acquéreurs vont payer directement au vendeur une somme d'argent qui va comprendre une mensualité visant à rembourser le reste à charge. Donc, si on fait un crédit, on va simplifier d'1 million d'euros pour un achat à 1,2 million, frais de notaire tout inclus. Il reste 200 000 euros à financer. Et donc, on prend ces 200 000 euros et par exemple, on les ventile sur 10 ans. 20 000 euros sur 12, donc on doit être autour de 1 750 euros à peu près de mensualité, sans taux d'intérêt. Donc l'avantage pour l'acheteur, c'est qu'il y a une partie de l'argent qu'il emprunte, entre guillemets, qui sera sans intérêt, puisque ça se fait sans commission. L'inconvénient, c'est qu'il va avoir des mensualités qui seront plus importantes. Donc on peut le faire que sur des revenus qui sont significatifs. Donc, dès lors que la banque ne veut pas déroger, par exemple, sur les taux d'endettement et qu'on a des gens qui sont prêts à s'endetter un petit peu plus, c'est une solution qu'on peut envisager. Voilà. Ouais. Mais parce que Bien j'imagine qu'ils évidemment. ils ont un reste à vivre suffisant aussi. Voilà, c'est ça. Tout à Ce fait. genre de choses. Ouais. Ce sont des gens qui vont avoir 5, 6, 7 000 euros de reste à vivre, mais Ouais. la banque ne veut pas ou ne peut pas leur prêter davantage en termes de mensualité. Ouais. Et donc, ils vont augmenter cette mensualité sans passer par la banque. Voilà. Ça Alors, nécessite Oui, ça nécessite de les rassurer et de leur montrer l'avantage, c'est-à-dire j'allais y qu'ils venir. ils vont s'endetter de manière moindre. Donc, une bascule comme ça à 200 000 euros, au lieu de faire un crédit sur 25 ans, ça fait gagner dans les 30-35 000 euros. Et pour le vendeur, l'avantage, c'est de maintenir son prix, C'est ça. évidemment. Donc, ça nécessite qu'il soit lucide sur le fait que ce soit beaucoup plus compliqué de vendre à un prix défini. Et quand c'est le cas, et que les gens, souvent, sur des grosses maisons comme ça, là où ça marche, souvent, sont des gens d'un certain âge, qui vont avoir passé la soixantaine, qui vendent leur grosse maison de famille et qui veulent acheter plus petit. Et qui se disent, moi, j'ai pas besoin de réallouer l'intégralité de ma vente tout de suite, donc c'est pas gênant. Voilà. Donc, il y a plein de situations comme ça qui peuvent être envisagées et qui peuvent permettre de faire des ventes. Et pour rester sur ce sujet, j'imagine en revanche que ça doit nécessiter beaucoup d'explications auprès du vendeur pour le rassurer sur un système dont il n'a pas nécessairement entendu parler au préalable, quand vous lui Oui, expliquez ce qui va se passer. oui, alors c'est là aussi où le notaire est important parce Ah que ouais? il vient apporter aussi une caution, c'est-à-dire que Oui, il y c'est a une toujours garantie évidemment hein, qui est voilà. exemplaire. Oui, et puis quand on est agent immobilier, on a aussi cette perception d'être quelqu'un qui veut absolument faire une vente, ce qui est normal. Et donc, le fait de valider avec le notaire la méthodologie et le fait que ce soit une pratique qui soit, voilà, qui soit faite, qui soit reconnue, ça permet souvent de rassurer, et notamment les vendeurs. Alors, je crois que c'était ce matin, les courtiers manifestaient, il me semble, devant la Banque de France, ou c'était hier, je sais plus. Mais en tout cas, ils avaient prévu d'aller manifester devant la Banque de France en hurlant un peu contre le gouverneur de la Banque de France, qui est un peu accusé de tous les maux. À mon sens, parfois de manière un peu excessive, mais bon, ça c'est mon point de vue. Les relations sont compliquées en ce moment, banque, courtier, parce que bon, l'agent immobilier finalement, il n'est pas partie prenante directement, mais il faut bien qu'il travaille quand même avec les banquiers et les courtiers. Comment ça se passe en ce moment? Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'on soit agent immobilier ou courtier, on a un biais qui est extrêmement important, c'est qu'on est souvent indépendant, on a une entreprise. Hum, Et donc, en fait, la grosse partie de notre analyse se fait par cette espèce de sentiment de peur et de se dire, il faut qu'on maintienne notre business. Et on analyse tout à travers ça. Et Ce donc, qui est on a légitime une en même analyse, temps, hein. c'est légitime, et Ah du bah coup, on oui. analyse une analyse qui est complètement déformée. C'est-à-dire que aujourd'hui, dire que c'est pas normal que les volumes de transactions baissent, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est totalement normal. On est monté à des niveaux qui sont complètement hors sol, à plus d'1 million, 1,2 million. C'était jamais arrivé. Avant, on était voilà, sur plutôt si on tire une ligne, on est plutôt entre 700 850 000. C'est ça. Il y a un moment, il faut un retour à la réalité. Il y a tout un écosystème qui s'est construit ces dernières années avec de plus en plus d'intermédiaires, que ce soit dans le courtage, que ce soit dans l'immobilier.
Aujourd'hui, bah oui, si les ventes baissent, bah on va être un peu trop, il va y avoir de la casse. Je veux dire, c'est un état de fait, c'est comme ça. Et ça sert à rien de crier sur monsieur de Villeroy, c'est pas de sa faute, quoi. Donc après, on peut être d'accord, pas d'accord Ah bah bien sur sûr, oui. certaines politiques. Ouais. Maintenant, bon, la hausse des taux pour combattre l'inflation, c'est pas la première fois que ça arrive en France. Le fait de dire que les banques veulent moins prêter d'argent, c'est pas forcément faux. Maintenant, on reste sur des volumes de transactions qui, si on fait une moyenne sur les 20 dernières années, on reste au-dessus de la moyenne. Ah, on Donc reste au-dessus de la moyenne, ouais. Ouais, ouais, ouais. voilà. Alors, justement, il y a deux éléments qui sont indéniables. Il y a une baisse des prêts sur un an, bon, effectivement, qui est assez impressionnante. Pour autant, on se maintient à un niveau de transaction qui reste assez élevé. Comment les gens se financent? Vous avez dit à un moment donné, oui, oui, mais on a beaucoup d'achats comptants quand même actuellement. C'est ça qui est le moteur aujourd'hui principalement des transactions? Alors, pour moi, il y a un phénomène, alors c'est un ressenti, c'est-à-dire que c'est pas, je ne m'appuie pas sur des chiffres, Ouais. il y a un phénomène de sortie d'épargne. Il y a des épargnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient fait un crédit qui vont payer cash. Ça, on le voit, c'est-à-dire clairement, pour éviter d'avoir à faire un crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un peut acheter sans faire de crédit, il le fera. Là où avant, typiquement, quand on parle de crédit in fine, par exemple, aujourd'hui, faire un crédit in fine, c'est pas possible. Parce que en fait, vous perdez d'argent vu avec les problématiques de taux. Il y a quelques années, c'était intéressant. Donc, en fait, aujourd'hui, l'épargne dans un achat, bah, les gens l'utilisent parce que les taux sont importants. Après, ça dépend des montages financiers, mais globalement, c'est ce qu'on voit. Après, on voit aussi que sur les petits montants, des gens qui veulent faire des achats entre 100 200 000 euros, ils ont perdu entre 10 000 et 25 000 euros de capacité de crédit. On voit aussi un phénomène de compensation, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, bah, on va demander à nos parents, il n'y a pas longtemps, on a eu un qui a dit, bah, je vais vendre ma voiture. Donc, en fait, on a des gens qui compensent. Voilà. Et dès qu'on commence à être sur des budgets un peu plus élevés, et c'est assez contre-intuitif parce que souvent, quand on a des clients qui vendent des grosses maisons, ils nous disent oui, moi j'ai une maison à 1 million d'euros. C'est pas là où il y a des problèmes, les gens payent cash, où ils peuvent se financer. Finalement, c'est pas trop le cas parce que les gens qui pouvaient emprunter 1 million d'euros aujourd'hui, quand ils peuvent emprunter 200 000 de moins, ils vont pas aller demander à leurs parents de leur prêter 200 000 euros, ça marche pas comme ça. Donc, eux, pour le coup, ils font aussi beaucoup de compromis. C'est-à-dire qu'on voit aussi des gens qui quand c'est subi, c'est-à-dire typiquement les divorces, Les dix, ouais. bah, les gens, il y a les enfants, ils ont besoin de 3 chambres, bah, ils prennent un bien avec 2 chambres. C'est-à-dire il y a vraiment des concessions qui sont faites, beaucoup plus que côté vendeur finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vendeurs, ils baissent très peu leur prix et on a des acheteurs qui subissent énormément et qui revoient leurs prétentions à la baisse. Cela dit, oui, oui, j'ai un ami banquier qui m'a dit récemment, on n'a jamais vu dans les montages autant de solidarité intergénérationnelle, hein, quand même, Oui. les grands-parents, les parents qui viennent un peu à la rescousse dans les montages. Alors effectivement, sûrement pas pour aider en totalité, quoique ça peut arriver. Moi, j'ai une étudiante qui m'a expliqué, voilà, elle a acheté un appartement où les parents ont aidé à 90% quasiment hein, sur la transaction, mais C'est ça. ouais, c'est quand même assez largement présent. Alors, vous parliez Mais des ventes. c'est un point, je suis désolé, je vous coupe, c'est Ah un non, point non. qui est extrêmement important parce que pour moi, c'est une vraie inconnue d'avoir vraiment cette espèce de désépargne qui est utilisée pour compenser un peu sur l'immobilier. Et je pense que c'est en partie ce qui nourrit artificiellement aujourd'hui le dynamisme du marché. Mais jusqu'à Le un problème, c'est certain qu'une point. voilà. Le problème, c'est qu'une fois que les gens ont désépargné et qu'ils n'ont plus d'épargne, c'est fini. Donc ça, pour moi, c'est une des variables qui sera vraiment importante dans les 12 prochains mois aussi. Mais on est entièrement d'accord, effectivement, là-dessus. Vous parliez des vendeurs. Alors, est-ce que les vendeurs, on sait qu'en général, la prise de conscience des acteurs, acquéreurs et vendeurs, elle met en général 6 mois ou un an après un bouleversement ou une crise pour qu'ils intègrent ça. Visiblement, on n'y est pas encore aujourd'hui, j'imagine, du côté vendeur, sur un ajustement des prix. Comment vous voyez l'attitude des vendeurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, on n'y est pas encore. Et je pense que les premiers responsables, ce sont nous. On a vu depuis, je pense depuis l'été, on est matraqué au niveau de la presse, au niveau de la télé sur l'immobilier, avec un discours qui est assez catastrophisme. Donc ça joue. C'est-à-dire que ça joue, entre guillemets, assez positivement, parce que ça permet aux gens de prendre conscience
dans une certaine mesure de la situation. C'est-à-dire qu'on a vraiment de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui nous disent, bon, on est au courant que le marché va pas bien, donc ils entrent dans l'agence avec vraiment ces sentiments. Le problème, c'est qu'on a encore, ça a toujours été un sujet, hein, la surestimation dans l'immobilier, et aujourd'hui, je pense qu'elle est encore plus amplifiée par le fait que beaucoup de monde est en difficulté. Et donc, l'agent immobilier veut rentrer des mandats pour se rassurer, au prix ou pas au prix. Et on n'a jamais eu autant d'écart, en fait, d'estimation et d'écart de discours. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a un peu l'impression parfois voilà, d'éduquer, de leur expliquer un petit peu comment se comporte le marché, les baisses de prix. Et on a des clients qui nous disent, ah mais oui, mais c'est bizarre, parce que j'ai vu une autre agence qui me disait l'inverse. Là, j'ai eu il n'y a pas longtemps un monsieur qui avait une maison à vendre sur Résine, une maison de sa maman. Il me dit, bah, je voulais travailler avec vous, mais bon, j'ai une agence. Ils m'ont dit qu'ils allaient vendre ma maison en 15 jours, que le marché avait jamais été aussi dynamique, puis ils me l'estimaient 50 000 euros de plus que vous. Bon, résultat des courses, c'était il y a 6 mois, la maison est toujours à la vente. Et en fait, ce problème-là, c'est que les gens sont très lucides et pragmatiques, mais ils demandent qu'à avoir un espoir, quand même il est complètement il est pas raisonné, il n'est pas expliqué. Ils veulent s'y rattacher parce que comme le contexte est pas bon. Et en fait, j'ai l'impression on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Et il y a beaucoup de ventes qui pourraient se faire et qui ne se font pas à cause de ce jeu de devoir rentrer les mandats. Donc, c'est un petit peu problématique et on est les premiers responsables parfois de notre déroute, quoi. Mm. Mais bon, c'est un état de fait, je pense que ça ne changera jamais. Et ce qui est important, c'est qu'un maximum d'entre nous soit responsable et fasse des estimations vraiment plus justes, ce qui n'est pas forcément facile en ce moment. Oui, alors effectivement, je pense que il a pas été, il a rarement été aussi difficile de faire des estimations en 2023. Hein, C'est ça. ouais. Bah, c'est très empirique, en fait, c'est très empirique. Et puis les clients ont cette même approche, c'est-à-dire c'est ce qu'on leur dit. On dit, bon, bah voilà, nous, on est dans ce cadre-là. Maintenant, souvent, ils ont des prix un petit peu plus élevés. On leur dit, bon, de toute manière, tentez. Mais ce qui est important, en fait, c'est la notion de perte d'argent. C'est-à-dire que moi, ce que je leur dis souvent, c'est à Bordeaux, il y a 2, 3 ans, je disais à mes clients, bah, si vous voulez tenter plus cher, vous perdrez du temps, mais vous ne perdrez pas d'argent. Aujourd'hui, si vous voulez tenter plus cher, vous perdrez du temps et vous perdrez de l'argent. Et ça, c'est important à intégrer parce que comme les prix continuent à baisser un petit peu, c'est important voilà, d'être responsable par rapport à ça parce que on a des gens qui parfois sont pressés de vendre, ont besoin de vendre. Je pense notamment par exemple sur des séparations. Et leur faire miroiter des choses qui ne sont pas atteignables, ça peut être assez contre-productif et ça peut avoir des impacts financiers importants auprès des clients. Ouais. Alors juste, alors dernière question pour pas abuser de votre temps. On parlait de prix. Qu'est-ce que vous pensez de ces études, je vais mettre des guillemets aux études, de ces articles qu'on a régulièrement, le Figaro qui nous fait un découpage, voilà, les prix baissent de temps dans telle ville, ils montent de temps dans telle autre ville, etc. L'Express la semaine suivante qui va s'y mettre aussi, parfois de manière un peu contradictoire. C'est des études un peu à la louche comme ça, dont on ne sait pas toujours très bien d'où elles sortent. Est-ce que c'est extrêmement positif ces études finalement que les gens lisent aussi, les vendeurs et les acquéreurs? Vous en pensez quoi de c'est récurrent, ça fait 20 ans que ça existe, hein, je pense que ça existera encore longtemps, de ces articles de presse. Oui, alors le vrai souci, c'est que souvent elles sont très peu sourcées, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop ce qu'on regarde. Ah, c'est clair. Et ça mélange en plus parfois des prix affichés Mhm. et des prix auxquels les biens se sont vendus. Et c'est parfois pas très bien expliqué. Donc en fait, les gens comprennent rien. Et il suffit, moi, nous, ce qu'on aime bien, c'est montrer plusieurs sources et de leur montrer, bah, regardez, sur le Figaro, le marché est à -1, Se Loger, on est à -4, et on est sur les mêmes périodes. Donc ça montre bien que globalement, c'est compliqué. De toute manière, il y a qu'une seule source fiable, c'est la base notaire, qui a un énorme défaut, c'est qu'elle n'est pas à jour en temps réel. Donc, il faudra un jour quand même se moderniser un petit peu à ce niveau-là. Ce serait bien parce que ça nous permettrait vraiment d'être beaucoup plus efficaces. Donc, un jour viendra avec l'informatique, j'espère. Et malheureusement, le reste, c'est pas fiable, quoi. Les prix affichés, savoir s'ils augmentent, ils baissent, bon, c'est un intérêt, mais c'est un intérêt pour l'agent immobilier, mais pour le consommateur lambda, je vois pas trop ce que ça peut avoir comme intérêt, à part lui mélanger les différentes sortes de prix.
Nous, si vous voulez, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais pour moi, la source la plus fiable sur le court terme, alors au-delà des ventes qu'on fait nous à l'agence, c'est la base meilleur agent. Alors, pourquoi la base meilleur agent est intéressante? Parce qu'en fait, les agences mettent leurs ventes très récentes. S'il y avait une base qui s'appellerait, je sais pas, la base FNAIM, par exemple, où 90% des agences mettaient leurs ventes, qu'on avait l'intelligence de travailler ensemble, je l'utiliserais. Aujourd'hui, les seuls qui sont capables de le faire, c'est Meilleur Agent. Alors, ce qui serait bien, c'est que si les notaires, c'est pas les notaires, mais si les instances sont pas capables de nous mettre les bases notaires à jour quasiment en temps réel, ce qui devrait être possible quand même aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est effectivement qu'un syndicat comme la FNAIM puisse un peu préempter ce secteur pour faire concurrence à ce qui existe aujourd'hui et permettre aux agents immobiliers d'avoir une source fiable. Parce qu'on ne peut pas avoir une analyse fiable si on ne partage pas entre agents immobiliers, nos infos, nos données. Moi, il n'y a rien de plus enrichissant que de regarder ce qui s'est vendu sur les 2 dernières années autour d'une zone, ce que moi j'ai vendu, ce que tous mes confrères ont vendu, avec des photos, avec le prix, avec les caractéristiques. Si on n'a pas ça, en plus, quelle est la valeur ajoutée qu'on va avoir par rapport au client qui va estimer sa maison au pifomètre. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'il y a un vrai levier d'amélioration à ce niveau-là aussi, au niveau de la data. Et c'est le bon moment, sans doute, pour le faire aussi. Ah ouais, mais complètement. Et ça semble, ce que vous décrivez, ça semble aberrant qu'en 2023, on est toujours pas un outil en temps réel fiable qui puisse être utilisé par un maximum d'acteurs. Mais Moi, c'est ce qui m'a énormément marqué ça fait 5 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai bossé dans une entreprise qui était quand même à la pointe, on va dire, du digital et du marketing. Moi, je me suis pris une claque, c'est-à-dire que j'ai l'impression l'immobilier, il y a 20 ans de retard, quoi. Que ce soit sur les sites, que ce soit sur la manière de travailler en synergie entre les différentes marques. On passe beaucoup de temps à se plaindre en disant oui, meilleur agent, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait nous pour avoir les mêmes types d'outils, quoi? On fait rien du tout. Et c'est assez malheureux, et je pense qu'il faut vraiment s'y mettre, quoi. Alors Clément, pour conclure sur la suite, on reste optimiste mais prudent. En quelques phrases, comment votre état d'esprit aujourd'hui pour les 6 mois qui viennent? Alors, en fait, optimiste, il faut être optimiste pour soi, pas forcément pour le marché. Et il faut être très pragmatique et très lucide par rapport au marché. Voilà. Je pense que c'est important et je pense que les 6 prochains mois seront sans doute les plus complexes avec la stabilisation des taux. Donc, il faut vraiment rien lâcher et il faut surtout maintenir ce besoin de rigueur, d'honnêteté par rapport au prix vis-à-vis des acheteurs et des vendeurs. Et passer vraiment du temps à expliquer le marché à toutes les parties prenantes. C'est la seule manière pour déclencher les ventes. Très bien. Eh bien, Clément, merci pour cet échange, pour les constats, pour les bonnes idées au passage, et puis surtout cette appréciation mesurée, argumentée de la situation actuelle. Merci. Eh bien, de rien. À bientôt. Merci. Eh bien, cet épisode est terminé. Merci à Clément Chaillet d'avoir accepté de discuter, de dialoguer. Je pense que c'est assez constructif parce que, comme je le disais un petit peu au démarrage de cet épisode, dans l'introduction, il manque en ce moment, je trouve, de voix qui savent prendre du recul sur la situation actuelle. Et on a besoin finalement de personnes qui jugent de cette situation en toute objectivité, alors sans sombrer dans l'optimisme béat bien évidemment, ce que ne fait pas Clément Chaillet, mais ni sombrer dans une espèce de catastrophisme que je trouve de toute façon relativement improductif. Alors, Passion Immo, c'est terminé pour cette fois. Je vous dis à très bientôt. Et si vous le souhaitez, on peut toujours se retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où vous pouvez me contacter. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. Au revoir, à bientôt.